Pourquoi l'injustice vous détruit et comment ne plus en souffrir autant? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu cette sensation horrible, presque physique, quand quelque chose vous semble profondément injuste? Cette impression d'être comme transpercé, incapable d'avancer, figé, parce que vous ressentez dans tout votre corps que ce qui est en train de se passer n'est pas juste. Parfois, c'est un commentaire qu'on vous fait, une situation, une trahison, une parole blessante, quelque chose qu'on vous a dit et qui fait que ça vous traverse de part en part. Et vous le sentez, ce point de blocage, ce qui vous fait mal, c'est l'injustice de la situation. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un podcast sur l'injustice parce qu'une personne que j'accompagne en thérapie m'a beaucoup fait réfléchir sur ce sujet et je l'en remercie. Et c'est un thème que je voulais aborder avec vous depuis longtemps et j'ai enfin trouvé mon angle d'attaque. Quand on est sensible ou hypersensible émotionnellement, quand on est HPI, HPE, on est souvent beaucoup plus réactif à l'injustice que la moyenne. Et c'est pas un simple agacement ou une simple contrariété qu'on ressent quand on vit une injustice. C'est vraiment une douleur, comme une faille qui s'ouvre en nous. Un mélange de colère, de tristesse, d'incompréhension, et parfois même, ça peut aller jusqu'à une forme de détresse morale. Et ce qui rend cette douleur encore plus insupportable, c'est souvent le fait de se sentir seul à la vivre, comme si personne d'autre ne la voyait, comme si on exagérait, comme si on réagissait trop à une situation. Et d'ailleurs, souvent on vous dit, dans ces situations-là, t'es trop sensible, tu devrais prendre du recul, tu sais, le monde n'est pas juste, tu prends les choses trop à cœur, laisse couler, de toute manière on peut rien y faire. Sauf que laisser couler, c'est pas dans vos habitudes. À l'intérieur de vous, justement, ça ne coule pas du tout. Ça s'enquiste, ça tourne, ça vous épuise. Et si, justement, cette douleur face à l'injustice, c'était pas une faiblesse, si c'était une capacité, une forme d'intelligence du cœur, une manière de percevoir le décalage, le non-sens de ce qui ne colle pas dans ce monde. Un peu comme une sensibilité qui voit ce que les autres préfèrent ignorer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette capacité? Comment vivre avec cette hypersensibilité face à l'injustice sans que ça nous détruise? C'est exactement ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast des émotions. Mais avant même d'essayer de changer notre regard ou de trouver des réponses plus larges, je crois que c'est important de comprendre déjà ce qu'est ce sentiment, ce qu'il réveille en nous. Qu'est-ce que l'injustice active dans notre système émotionnel, dans notre histoire personnelle? Parce que l'injustice, ce n'est pas qu'une idée. C'est d'abord une expérience intérieure, une réaction profonde, parfois même archaïque. Et c'est là que la psychologie, elle peut vraiment nous aider à y voir plus clair. Parce que comprendre, c'est déjà faire un premier pas vers notre ressenti. Parce que c'est pas juste une impression vague, l'injustice. C'est pas juste un caprice émotionnel. Le sentiment d'injustice, c'est un mécanisme psychique réel qui est étudié, qui est documenté et qui est surtout profondément humain. En thérapie, on observe que l'injustice, quand elle est perçue de manière répétée ou intense, ça peut vraiment réveiller des émotions très primitives comme la colère, l'impuissance, la honte. Et ce sentiment, il naît souvent d'un décalage entre ce qu'on attend légitimement d'un proche, d'un collègue, de la société, et ce qui arrive réellement. Et plus nos attentes sont élevées, plus la chute est douloureuse. Et chez les personnes hypersensibles, HPI ou HPE, ce sentiment, il est souvent amplifié par une perception très fine des incohérences, des contradictions et des injustices même subtiles. Ce sont des personnes qui voient ou qui captent le non-dit ou le non-aligné et qui souffrent profondément quand les choses manquent d'équité ou de cohérence. Et ce que je constate aussi, c'est que l'injustice, elle fait résonner des blessures plus anciennes. Par exemple, si dans l'enfance on a été témoin ou victime de traitements injustes,
alors chaque nouvelle situation injuste, en fait, elle vient réactiver cette mémoire émotionnelle. Et là, la réaction, elle peut sembler disproportionnée. Mais en réalité, elle est juste profonde, cette réaction. Elle a du poids. Et le travail thérapeutique, il consiste alors à identifier ces schémas, à nommer les émotions, à différencier l'injustice actuelle de celle du passé et à retrouver une sorte de pouvoir d'action là où on se sentait impuissant. Mais tout ça, évidemment, ça suffit pas toujours parce que certaines injustices, même en les comprenant, elles restent absurdes, cruelles et inexpliquées. Et c'est là que j'ai eu besoin d'un autre point de vue, d'un autre langage, d'un autre regard. Et je me suis dit que je n'étais sûrement pas la seule à me débattre avec cette sensation d'injustice et qu'il devait y avoir quelque part, depuis la nuit des temps, des personnes qui avaient peut-être passé une partie de leur vie à réfléchir à ça, à mettre des mots sur cette faille que l'on ressent quand quelque chose est profondément injuste. Alors j'ai eu envie d'aller jeter un œil du côté des philosophes, parce que pour moi, les philosophes, ce sont un peu des ponts entre les psychologues, les thérapeutes et les poètes. Et donc je me suis dit, au lieu de tout repenser toute seule dans ma tête, pourquoi ne pas aller voir si certains d'entre eux ont déjà trouvé des clés, des réponses, des postures et finalement des manières de tenir debout face à ce qui ne fait pas de sens dans cette vie et dans ce monde. Et c'est ce que j'ai trouvé, des approches très différentes mais vraiment super intéressantes. Et alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager celles qui m'ont le plus parlé, celles qui m'ont permis de regarder l'injustice autrement et d'une certaine manière de trouver un peu plus de paix à l'intérieur de moi. On commence avec Albert Camus. C'est un penseur que j'aime beaucoup parce qu'il ne cherche pas à embellir la réalité. Il ne promet pas que tout ira bien, il ne cherche pas la consolation, il parle de ce qu'il appelle l'absurde, ce moment où on réalise que le monde ne répond pas à nos attentes, qu'il ne fonctionne pas selon une logique morale et que malgré ça, on est là, vivant et qu'on doit faire avec. Et donc Camus, il dit que la souffrance, elle vient naître de cette attente déçue. On voudrait que les choses, elles aient un sens et que le bien soit récompensé, que la vérité triomphe, que la justice existe. Mais la réalité, elle ne suit pas cette logique-là. Et c'est ce décalage entre notre soif de sens et l'indifférence du monde qu'il appelle l'absurde. Alors face à ça, que faire ? Camus, il refuse deux choses. Il refuse de se résigner et il refuse de se réfugier dans des illusions. Pas question de se dire que tout ça n'a pas d'importance, pas question non plus d'attendre un monde parfait ou une justice cosmique. Sa réponse à lui, c'est ce qu'il appelle la révolte. Et c'est pour ça que ça m'a plu, parce que vous le savez, je suis une bisounours parfois en colère. Je suis une bisounours qui ne se laisse pas faire. Et donc cette idée de révolte, c'est pas une révolte violente ou explosive, c'est une révolte lucide, calme et digne. Une posture intérieure qui dit « Je sais que le monde est injuste, je sais que je ne pourrai pas le réparer entièrement, mais malgré ça, je continue à vivre, à aimer, à créer et à agir parce que je choisis d'être vivant, debout, en accord avec mes valeurs. » Et je trouve cette vision profondément inspirante, surtout quand on est hypersensible, parce que quand on sent que l'injustice, elle nous ronge, qu'elle nous brûle de l'intérieur, Camus, il nous invite à avoir une forme de force tranquille, à ne pas fuir la douleur, à ne pas lui céder non plus, à ne pas se laisser engloutir. Et il ne s'agit pas de devenir indifférent, de toute manière c'est impossible, vous avez sûrement essayé, il s'agit de devenir libre. Libre de continuer à faire le bien, même dans un monde qui ne le garantit pas. Libre de poser un acte juste, même quand tout semble injuste autour. Et ça, je crois que c'est une posture qui soigne, une façon de retrouver du pouvoir là où on se sentait impuissant. Non pas en attendant que le monde change, mais en choisissant comment, nous, on décide de se tenir face au monde.
Alors comment vous dire? C'est une philosophe un peu à part et je vais essayer de vous expliquer avec mes mots ce que j'ai compris d'elle en toute humilité. Donc si un philosophe passe par ici, j'espère qu'il sera indulgent avec moi parce que je vous parle avec mon cœur, pas avec un diplôme de philo. Donc ce que dit Simone Weil, c'est que l'injustice, c'est pas une question de droit ou de règles bafouées. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut trancher objectivement en disant ça c'est juste ou ça c'est injuste. Pour elle, l'injustice commence au moment où on ne voit plus la souffrance de l'autre. Et c'est ça le cœur du problème. Elle dit que la vraie justice, c'est l'attention. Une attention fine, silencieuse, profonde à ce qui est blessé et à ce qui est fragile. Et quand cette attention-là, elle disparaît, quand on détourne le regard, quand on oublie de voir l'humanité de l'autre, alors l'injustice s'installe. Et moi, je trouve ça bouleversant, parce que ça redonne une définition très humaine de la justice. Ce n'est pas une règle abstraite, c'est un lien, une façon d'être en relation. Et ce qu'elle propose, c'est d'avoir une posture très exigeante, mais très belle, c'est de rester présent même dans la douleur. Ne pas se fermer, ne pas s'endurcir. Que même quand on vit une situation injuste, il faut essayer de rester ouvert à ce que l'on ressent, à ce que l'autre vit aussi, sans se crisper, sans se venger. Alors évidemment, ça ne veut pas dire tout accepter ou tout excuser, pas du tout, mais ça veut dire ne pas laisser l'injustice nous déshumaniser, ne pas répondre au froid par le froid, ne pas répondre à l'inattention par le repli. Et quand on est hypersensible, cette idée-là, elle peut vraiment nous aider à trouver une issue parce qu'elle ne nie pas la souffrance. Elle ne dit pas relativise ou passe à autre chose. Au contraire, elle dit regarde, écoute, honore ce que tu ressens et choisis malgré tout de rester en lien avec ce qui est vivant en toi. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, ça me parle parce que souvent, face à l'injustice, j'ai envie de tout couper, de m'éloigner, de fermer la porte. Et ce que Simone Weil, elle m'apprend, c'est qu'il y a une autre façon de rester vivante sans me trahir, une façon d'habiter la douleur sans qu'elle me ferme au monde. Alors voilà, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un peu de ce qu'elle m'a apporté. Et c'est pas une philosophe facile, mais c'est une pensée qui, je trouve, répare de l'intérieur. Et maintenant, je vais vous parler de Nietzsche. Alors là encore, je vais essayer de faire simple, parce que Nietzsche, c'est un philosophe qui peut paraître un peu rude au premier abord, et parfois très rude au deuxième abord aussi. Il prend pas de gants, il cherche pas à rassurer, il caresse pas du tout dans le sens du poil, mais justement, il y a des choses très puissantes dans sa philosophie. Et par rapport à l'injustice, il dit un truc qui, moi, m'a secoué au début. Il dit « Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais ». Et l'injustice n'est pas une erreur de parcours, c'est une composante de la vie. Alors vous allez me dire qu'il a l'air un peu fataliste. Ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que quand on passe son temps à se plaindre, à dire c'est pas juste, on s'enferme dans une posture de victime, de faiblesse et de dépendance. Et là, je vous avoue que la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, il est un peu dur, Nietzsche, surtout quand on souffre d'une injustice bien réelle, dire qu'on s'enferme dans un rôle de victime, c'est quand même fort. Mais en le relisant avec un autre regard, j'ai compris, ou en tout cas je pense avoir compris ce qu'il essayait de dire. Il ne dit pas qu'il faut tout encaisser sans broncher, il dit que plus on attend que le monde soit juste, plus on souffre. Et tant qu'on attend réparation, validation, reconnaissance de notre douleur, on reste coincé et on reste impuissant. Et l'impuissance, c'est vraiment la pire des choses que l'être humain déteste. On n'est vraiment pas armé pour l'impuissance. Et sa proposition à lui, c'est de dire « Ok, cette chose est injuste, elle est douloureuse et elle ne changera peut-être jamais. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?»
qu'est-ce que je fais de ça? Nietzsche, il nous invite à ce qu'il appelle l'amor fati, c'est-à-dire aimer son destin, aimer ce qui arrive même quand c'est dur. Pas dans le sens de s'en réjouir bêtement, mais dans le sens de l'accueillir comme matière de transformation. Et il nous dit, tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Et je trouve ça super important, surtout quand on est hypersensible, qu'on peut se sentir impuissant, parce que souvent, on reste coincé dans la blessure, dans l'incompréhension, dans l'attente que quelqu'un reconnaisse ce qu'on a vécu. Et ça peut parfois durer des années, cette attente-là, des années à ruminer, à avoir mal, à rejouer la scène dans notre tête encore et encore. Et Nietzsche, il nous dit, et si tu te relevais maintenant? Et si tu faisais de cette blessure une force pour avancer, pour te construire, pour te reconstruire? Et c'est vrai que là, j'ouvre une petite parenthèse psychologique. Ce qu'on pense influence ce qu'on ressent. Et ça, c'est une base des thérapies cognitives. Si je me répète que c'est pas normal, c'est pas juste, je m'en remettrai jamais, ben mon corps, lui, il entend danger, impuissance, douleur. Mais si je commence à me dire, je choisis ce que je fais de ce que j'ai vécu, alors mon ressenti change. Et mon système nerveux, il se régule. Mon sentiment de puissance intérieure, il revient. J'arrête de me sentir impuissante. Et Nietzsche, il parle pas de thérapie, mais il nous donne quand même une boussole pour sortir du rôle de victime face à l'impuissance. Et ça, quand on se sent noyé par l'injustice, ça peut être un vrai levier. Alors, c'est une philosophie exigeante, mais c'est aussi une philosophie de vie, de la puissance de la vie. Et quand on est hypersensible, je crois que ça peut vraiment changer notre manière d'habiter ce qu'on traverse. Et puis j'avais envie de vous parler de la pensée d'Héraclite. Alors lui, c'est un philosophe de la Grèce antique, on remonte un peu loin, mais c'est pour vous dire que depuis la nuit des temps, on vit tous des injustices. Il partait d'un constat simple. Tout change en permanence. Rien n'est figé et tout est mouvement. Et il dit cette phrase qui est célèbre, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Parce que l'eau a déjà coulé, parce que nous-mêmes avons changé entre-temps. Et pourquoi je vous parle de ça dans un podcast sur l'injustice? Parce que dans sa vision du monde, le conflit, les tensions, les opposés, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des anomalies à corriger. Ce sont des éléments nécessaires à l'équilibre du monde. Et il dit même une chose très forte, la discorde est justice. Alors oui, dit comme ça peut sembler dérangeant, la discorde est justice. C'est dur à entendre quand on est au cœur d'une injustice, on se dit le conflit serait une forme de justice, la souffrance serait normale. Non, c'est pas ça qu'Héraclite essaye de nous faire voir. Ce qu'Héraclite essaye de nous faire voir, c'est que ce qu'on vit comme une injustice est parfois une partie d'un équilibre plus grand qu'on ne peut pas percevoir sur le moment. En fait, il nous invite à changer d'échelle, à ne pas voir les choses simplement depuis notre douleur, notre point de vue immédiat, mais il nous invite à envisager que le monde fonctionne par contraste, par tension, et que ces tensions sont parfois productrices de transformation. Et là encore, je reviens à notre ressenti, parce que ce qu'on pense transforme ce qu'on ressent. Et si je me dis, ce n'est pas normal, c'est une erreur, ça n'aurait jamais dû se produire, je reste enfermée dans la résistance. Mais si je me dis, c'est dur, mais c'est peut-être un passage, une friction nécessaire, un mouvement de la vie qui me pousse ailleurs, alors je peux retrouver un espace intérieur, une certaine souplesse de respiration. Et ça, pour les personnes hypersensibles, je trouve que c'est super important parce qu'on a tendance à vouloir que tout soit fluide, cohérent, juste, stable, immuable. Et Héraclite, il vient nous dire non. La vie est mouvement et parfois ça frotte, parfois ça fait mal, mais ce n'est pas le signe que quelque chose va mal, c'est le signe que quelque chose est en train de bouger. Et moi, ça m'aide beaucoup cette idée-là. Quand je vis une injustice,
je peux essayer, pas toujours, hein, je ne suis pas un sage grec, mais j'essaie de me dire peut-être que ce n'est pas contre moi, peut-être que c'est un déséquilibre temporaire qui cherche un nouvel ordre. Et juste ça, ça m'aide un peu, parce que je ne suis pas seule contre le monde, je suis dans un mouvement, même s'il est inconfortable. Il y a Leibniz, alors je suis vraiment désolée si j'écorche le nom de tous les philosophes dont je vous parle. Là, je vous le dis tout de suite, c'est un philosophe qui peut un peu hérisser au début parce qu'il est connu pour cette phrase qui fait beaucoup débat. Il dit « Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. » Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Et franchement, quand on vient de vivre une injustice bien concrète, quand on est en train de pleurer ou de ruminer depuis des jours, cette phrase peut paraître vraiment provocante. On a envie de dire mais non, ce monde est horrible, injuste, cruel parfois, et rien ne fonctionne comme il devrait. Et je suis d'accord, mais en creusant un peu ce que Leibniz voulait dire, toujours avec mes mots, hein, je ne suis pas philosophe, mais je me suis rendu compte que c'était pas aussi naïf que ça. Il ne dit pas que tout est parfait, il dit qu'avec toutes les lois de ce monde, toutes les limites, toutes les forces en jeu, il n'aurait pas pu exister un monde totalement exempt de mal ou d'injustice. Et c'est comme si, dans un certain équilibre global, certaines tensions, certaines douleurs étaient inévitables. Non pas souhaitables, mais structurelles, incluses dans le contrat du vivant. Et là, ce qu'il nous propose comme une posture intérieure, c'est d'arrêter de croire que ce qui nous arrive n'aurait pas dû arriver, d'arrêter de ruminer en boucle en se disant que c'est absurde, que c'est insensé ou que c'est contre nature, parce que cette révolte mentale, elle ne fait qu'amplifier la souffrance et elle nous épuise. Et là, on rejoint les principes de la thérapie ACT. Et je suis d'ailleurs persuadée que beaucoup de thérapeutes qui ont inventé des thérapies se sont beaucoup inspirés des philosophes parce qu'on retrouve beaucoup de notions dans les thérapies qui, pour moi, partent de réflexions philosophiques qui ont été menées bien avant notre naissance. Et donc là, ce qu'il nous propose comme posture intérieure, c'est d'arrêter de croire que ce qui nous arrive n'aurait pas dû arriver. Donc c'est une invitation finalement à un certain lâcher-prise intellectuel, pas pour minimiser ce qu'on vit, mais pour cesser de se battre contre l'idée même que l'injustice existe. Et à partir de là, essayer de composer, d'avancer et de reconstruire, non pas malgré ce qui s'est passé, mais en l'incluant dans le récit de notre vie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter sans rien dire. Pour moi, ça veut dire qu'on peut arrêter de croire qu'il y aurait eu une version idéale du monde où tout se serait parfaitement aligné, parce que cette version idéale, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Et ça, pour moi, ça m'aide à me calmer intérieurement. Parce que quand je me répète dans ma tête « ça n'aurait jamais dû arriver », je reste enfermée dans la douleur. Mais quand je commence à me dire « c'est arrivé et c'est dur, mais je vais voir ce que je peux en faire maintenant », là, il y a quelque chose qui se détend en moi, comme si je reprenais un peu de pouvoir. Donc voilà, Leibniz, c'est peut-être pas le plus réconfortant philosophe sur le moment, mais c'est une philosophie qui propose une paix intérieure par la compréhension. Et pour les hypersensibles et pour celles et ceux qui veulent que tout ait un sens, c'est peut-être une clé. Pas pour comprendre pourquoi l'injustice arrive, mais pour cesser de se détruire à force de vouloir que la réalité soit autre que ce qu'elle est. Alors concrètement, comment on fait pour vivre une injustice sans sombrer et sans se torturer ? Parce qu'on a beau comprendre les philosophes, on a beau se dire que le monde est absurde, que les tensions sont inhérentes à la vie, ou qu'il n'y a pas d'ordre moral global, quand une situation nous fait mal, quand on se sent trahi, oublié, maltraité, ça brûle très fort à l'intérieur de nous. Alors voilà, quelques pistes concrètes
Ce ne sont pas des recettes magiques, mais ce sont des points d'appui, des manières de reprendre un peu de souffle, un peu de clarté quand vous vivez une injustice. C'est de nommer ce que vous ressentez vraiment. Vraiment de mettre des mots précis sur ce que vous ressentez. Pas juste je suis énervé ou je suis triste, mais vraiment d'aller observer, écouter, regarder à l'intérieur de vous et vous demander, est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que je ressens de la honte? Est-ce que je suis envahie de tristesse, d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment de rejet? Est-ce que je ressens peut-être de l'humiliation? Généralement, l'injustice s'accompagne de beaucoup d'émotions. Est-ce que je ressens une colère profonde ou d'être invisible? Ce que je pense transforme ce que je ressens. Et ce que je ressens, si je ne le nomme pas, je le subis. Alors si je mets des mots, je commence à le contenir, à le canaliser. La verbalisation, c'est finalement le début de la digestion émotionnelle. Donc je vous invite à sonder votre cœur et à voir ce qui y pousse quand vous ressentez de l'injustice. Parce qu'il n'y a sûrement pas qu'une seule émotion. La deuxième clé, c'est que je vous invite à faire la différence entre l'injustice actuelle et les blessures plus anciennes. Souvent, quand une situation nous touche de manière disproportionnée, c'est qu'elle vient réactiver quelque chose de plus profond en nous. Un professeur injuste, et c'est toute notre enfance qui remonte. Un collègue qui vous humilie, et c'est la blessure d'invisibilité qui se réouvre. Une parole déplacée, et c'est le rejet, l'exclusion, le sentiment de ne pas être reconnu qui vous explose à la figure. Et ça ne veut pas dire que vous exagérez. Ça veut juste dire que ce n'est pas que la situation actuelle qui vous blesse. C'est un fil émotionnel plus long qui est en train de se dérouler. Et le reconnaître, ça aide à prendre un pas de recul. Ça aide à comprendre que cette douleur, elle est ancienne et qu'on peut en prendre soin aujourd'hui. La troisième chose, c'est d'accepter que le monde est injuste, mais de choisir de ne pas s'endurcir. Et ça, c'est un vrai défi. Et c'est un défi que je partage chaque jour dans ma vie. Parce que on a envie de se protéger, on a envie de se blinder, de devenir froid ou indifférent pour ne plus souffrir. Mais comme le disait Camus, ce n'est pas parce que le monde est absurde qu'il faut cesser de l'aimer. Et on peut continuer à agir, à créer, à dire non, à défendre ce qui est juste, même dans un monde injuste. Et cette révolte-là, cette posture intérieure digne, c'est une forme de liberté. C'est vous qui choisissez comment vous voulez vous tenir face à la vie. Je vous conseille de créer un espace de réparation symbolique. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup en thérapie, parce que parfois, on ne pourra pas réparer l'injustice. La personne, elle ne s'excusera jamais. La situation injuste, elle ne changera pas et il n'y aura pas de réparation extérieure. Mais il est possible de créer une réparation intérieure et symbolique. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre à cette personne. Vous pouvez allumer une bougie pour votre douleur. Vous pouvez parler à voix haute à l'enfant que vous étiez quand c'est arrivé, le consoler, lui dire que vous êtes là pour lui. Vous pouvez écrire ce que vous auriez voulu qu'on vous dise ou simplement reconnaître pleinement ce que vous avez vécu sans le minimiser. On appelle ça en psychologie du reparentage. Le symbolique, ce n'est pas du vent. C'est vraiment une manière de réintégrer ce qui a été rejeté, de faire une place à ce qui a été nié. Et parfois, c'est suffisant pour commencer à guérir. Ma cinquième clé, c'est de s'engager à créer plus de justice autour de soi. Quand on est blessé par l'injustice, il peut y avoir un vrai soulagement à se dire « Bon, ok, je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux choisir de ne pas le transmettre.
Je peux être ce collègue qui soutient, ce parent qui écoute, cet ami qui est là pour vous. Et ça, c'est Nietzsche qui nous y invite. Faire de la blessure une force, ne pas rester au sol, se relever et choisir de devenir un point d'appui pour quelqu'un d'autre. C'est une façon de transformer la douleur en sens, en acte et d'une certaine manière de redonner un peu de pouvoir dans notre vie. Se rappeler que ce n'est pas trop d'être sensible à l'injustice. Ça, je veux vraiment vous le redire clairement, si vous vous sentez bouleversé, traversé, déstabilisé par ce que vous trouvez injuste, vous n'êtes pas trop. Vous êtes vivant, vous êtes lucide et vous êtes en lien véritable avec le monde. Et le but, ce n'est pas de devenir insensible, et de toute manière, vous ne pouvez pas, c'est d'apprendre à habiter cette sensibilité sans qu'elle vous détruise, en faisant un outil de conscience, d'engagement et de profondeur intérieure. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce podcast, parce que ce sentiment d'injustice, je le connais, je l'ai vécu et je l'ai aussi observé chez tant de personnes sensibles, lucides et intelligentes qui ne savent plus comment le porter. Mais je crois qu'il existe des chemins, des pensées qui soulagent, mais aussi des gestes qui transforment et des manières de ne plus être prisonnier de cette brûlure. Et si vous êtes encore là en train d'écouter, c'est que cette force, elle est déjà en vous, j'en suis certaine. Et Camus disait, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Et je trouve ça vraiment important de s'en souvenir. Moi, j'y crois. Je crois qu'on peut apprendre à vivre même au milieu des injustices et à devenir, chacun à notre manière, un point de justice dans ce monde. Alors, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment vous vivez l'injustice et si mes quelques conseils ont pu vous aider à l'observer et à y réagir sous un autre angle. Je vous mets en lien juste ici ma dernière méditation qui pourra vous aider à mieux vivre les injustices. À bientôt sur la Botanique du Cœur.